Mon mari est parti en voyage secret avec sa maîtresse et des membres de sa famille. Quand ils sont revenus, la maison avait déjà été vendue. J'avais tout emballé et déménagé à l'étranger. Bonjour à tous. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous rejoignez. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous plonger dans cette histoire. Vous savez, c'est drôle comme une vie peut basculer en un seul instant. Pas avec une explosion, mais avec la vibration silencieuse d'un téléphone. J'ai voulu raconter cette histoire depuis longtemps, mais il m'a fallu du temps pour trouver les bons mots, pour pouvoir regarder en arrière sans la colère, sans la douleur. C'est une histoire sur le mariage, sur le genre de trahison qui coupe plus profondément que l'os, et sur la découverte d'une force que vous n'auriez jamais cru posséder. C'est mon histoire. Et tout a commencé un calme mercredi soir. Le genre de soirée qui semble si dévastatrice de normalité que vous ne devineriez jamais que votre monde entier est sur le point de prendre feu. J'étais en train de poser le dernier plat de poulet rôti sur la table de la salle à manger quand mon téléphone a vibré. La peau du poulet était dorée et croustillante, exactement comme Richard l'aimait, et toute la maison sentait le romarin et l'ail. J'avais passé la meilleure partie de l'après-midi à cuisiner, à dresser soigneusement la table avec notre belle porcelaine, et j'avais même allumé quelques bougies. Il avait été si stressé au cabinet d'avocat dernièrement, et je voulais juste créer une petite bulle de paix pour nous, un bon repas où nous pourrions nous reconnecter. Je me souviens avoir souri en prenant le téléphone, pensant qu'il appelait pour dire qu'il n'était plus qu'à quelques minutes. Un rapide coup d'œil à l'écran a montré son nom, et j'ai senti cette petite vague de chaleur familière. « Allô ?» ai-je répondu en m'essuyant les mains sur un torchon tout en appuyant sur le bouton d'appel, prête à lui dire de se dépêcher de rentrer avant que la nourriture ne refroidisse. « Caroline, il faut qu'on parle. » La voix de Richard était aussi calme et distante que s'il discutait de la météo du lendemain. Il n'y avait aucune chaleur, aucune affection. Juste un ton plat et factuel. Le genre de voix qu'on utilise avec un subordonné, pas avec sa femme. Mon sourire a vacillé. « Est-ce que tout va bien ?» ai-je demandé, un nœud d'angoisse se serrant dans mon estomac. « Tout va bien », a-t-il dit. Et la désinvolture de sa réponse était une cruauté en soi. « Écoute, la semaine prochaine, mercredi, toute la famille part pour Palm Springs pendant une semaine. J'ai déjà réservé les billets d'avion et une location de vacances. » Le plat dans ma main a soudain semblé incroyablement lourd. Mes jointures sont devenues blanches alors que je serrais le téléphone, le bord de la céramique s'enfonçant dans ma paume. Une oppression familière et soudaine s'est emparée de ma poitrine, une sensation que je ne connaissais que trop bien. C'était la 3e fois. La 3e fois en 3 ans de mariage. Ma propre voix, quand elle est sortie, semblait anormalement posée, comme le calme étrange avant une tempête. J'étais déterminé à ne pas le laisser entendre le tremblement de mes mains. « Toute la famille, tu dis ?» ai-je répété, mon regard dérivant sur les 2 couverts parfaits de notre table à manger. « Donc, tes parents, ta sœur Diane et son nouveau petit ami, ta tante et ton cousin. Ça fait 6 personnes. » J'ai forcé un ton délibérément joyeux. Le genre de ton qu'on utilise quand on essaie désespérément de prétendre que son cœur ne s'enfonce pas dans le sol. « C'est ça », a-t-il dit, inconscient. La location que j'ai réservée n'a que 3 chambres, et si nous sommes trop nombreux, ce sera un problème, donc tu n'as pas besoin de venir. Un problème ? C'est ce que j'étais. Pas sa femme, pas une belle-fille, pas de la famille. Un inconvénient logistique. J'ai pris une profonde inspiration tremblante, mes yeux balayant le repas méticuleusement préparé sur la table. La vapeur s'élevait de la purée de pommes de terre à l'ail. Tout cet effort, tout ce soin, tous mes espoirs d'un dîner calme et réparateur ensemble étaient maintenant destinés à la poubelle. « Oh, je vois », ai-je dit, ma voix sonnant comme un écho lointain même à mes propres oreilles. C'était comme si je flottais hors de mon propre corps, regardant une étrangère avoir cette conversation. « Eh bien, passez tous un excellent moment. Je savais que tu comprendrais, Caroline. Tu es la personne la plus accommodante que je connaisse. » J'ai pu entendre son soupir de soulagement à travers le téléphone, et c'était comme une gifle physique. Accommodante ? Il voulait dire docile. Il voulait dire que je ne ferais pas de scène. Oh, et pendant que je suis parti, n'oublie pas d'arroser les fleurs dans le jardin et mes plantes grasses. La petite sur le rebord de la fenêtre a l'air un peu sèche. D'accord. D'accord. Les plantes grasses, ai-je répété, hébété.
J'ai raccroché, restant figé au milieu de la salle à manger. L'écran du téléphone est devenu noir et c'était comme si une lumière s'était éteinte dans mon cœur. La troisième fois. La première fois, l'excuse était que je venais de faire une fausse couche et qu'un long voyage serait trop éprouvant pour moi. J'étais en deuil, vulnérable, et je l'ai cru. Bien sûr, il était juste protecteur. La deuxième fois, mon travail était trop exigeant et il serait difficile de prendre des congés. J'étais déçu, mais je l'ai accepté. Je devais soutenir son besoin de vacances en famille. Cette année, il n'avait même pas pris la peine de trouver une excuse convaincante. J'étais juste un problème. Lentement, comme un automate, j'ai commencé à débarrasser la table, jetant la nourriture intacte dans la poubelle. Le magnifique poulet rôti, les pommes de terre crémeuses, tout. Mes mains tremblaient de manière incontrôlable. Soudain, une assiette m'a glissé des mains. Je l'ai regardée tomber au ralenti avant qu'elle ne heurte le carrelage et ne se brise en 100 morceaux. Le son a résonné dans la maison silencieuse. Les éclats se sont dispersés sur le carrelage, scintillant sous les lumières de la cuisine comme de petits diamants déchiquetés. Je les ai juste regardés. Ils me ressemblaient tellement à ce moment-là. Un mariage qui semblait si brillant et parfait de l'extérieur, mais qui s'effritait en rien au moindre contact. Mon téléphone a de nouveau vibré, me faisant sursauter. C'était la conversation de groupe de la famille. Un message de ma belle-mère, Madame Peterson. Les amis, on refait Palm Springs cette année. On part mercredi, alors n'oubliez pas la crème solaire. On dit qu'il va faire chaud. Une rafale d'émojis de célébration a suivi de la part de Diane, de sa tante, de son cousin. J'ai fixé les mots. Toute la famille. Mes yeux se sont remplis de larmes chaudes et furieuses. Pour eux, je n'étais pas de la famille. J'étais juste une étrangère, une gouvernante non rémunérée qui arrosait les plantes grasses. Je me suis laissé tomber sur le sol, mes genoux pressés contre le carrelage froid et dur, et j'ai commencé à ramasser les morceaux de céramique un par un. Je n'ai même pas remarqué quand un bord tranchant m'a coupé le doigt. Pas avant d'avoir vu une seule goutte de sang rouge vif perler sur la porcelaine blanche. La douleur physique était une pulsation sourde, rien comparé à la douleur aiguë et lancinante dans mon âme. Mon téléphone a de nouveau sonné et le son a fait tressaillir tout mon corps. C'était ma meilleure amie, Brenda, en appel vidéo. J'ai rapidement essuyé mes yeux avec le dos de ma main, pris une inspiration tremblante et essayé de plaquer un sourire sur mon visage avant de répondre. Brenda. Salut. Tu ne croirais pas le client en colère qui est entré au bureau aujourd'hui, ai-je commencé, essayant de me lancer dans une histoire banale pour masquer les fissures dans ma voix. L'expression joyeuse de Brenda s'est instantanément effacée. Elle a plissé les yeux, rapprochant son visage de la caméra de son téléphone. Caroline, qu'est-ce qui ne va pas? Tes yeux sont tout rouges. Tu pleures? Quoi? Non, bien sûr que non, ai-je menti, forçant un rire qui sonnait cassant et faux même à mes propres oreilles. Je coupais juste un oignon pour le dîner, et ça m'a piqué les yeux comme un fou. C'était l'excuse la plus vieille et la plus faible du monde, et nous le savions toutes les deux. Ne me mens pas, Caroline. Tu crois que je te connais depuis plus de 10 ans pour rien? Le front de Brenda s'est plissé avec ce regard de préoccupation féroce que je connaissais si bien. Je vois clair en toi. Qu'est-ce que ce crétin de Richard a encore fait? Sous son regard perçant et aimant, mon armure soigneusement construite s'est effondrée en poussière. Le faux sourire s'est dissous. En quelques mots chuchotés, ma voix tombant à un murmure rauque, j'ai tout expliqué. Le dîner spécial, l'appel froid, l'excuse bidon, l'assiette brisée. J'ai l'impression qu'on se moque de moi, ai-je terminé. Les mots s'étranglaient dans ma gorge, lourds d'une honte que je ne pouvais pas expliquer. C'est Richard et toute sa fichue famille qui se ridiculisent, a rétorqué Brenda, sa voix tranchante de colère, ce qui, étrangement, m'a fait l'effet d'une couverture chaude. Elle était en colère pour moi. Caroline, pour l'amour de Dieu, réveille-toi. Ces gens ne te considèrent pas comme faisant partie de la famille. Je suis restée silencieuse. Au fond de moi, je le savais déjà. Je ne voulais tout simplement pas me l'admettre, car l'admettre signifiait admettre que mon mariage était un échec. Il y a 3 ans, lors de notre magnifique mariage dans ce beau vignoble, Richard s'était agenouillé devant tous nos amis et notre famille et m'avait promis une vie de bonheur. L'image était encore si vive dans mon esprit. Comment en étions-nous arrivés là en un clin d'œil? Caroline,
la voix de Brenda est soudainement devenue sérieuse. Très professionnelle. Tu te souviens que tu as signé un contrat de mariage, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, sentant un frisson. C'était un mois avant le mariage. Richard l'avait soudainement évoqué, prétendant que c'était une tradition familiale, une formalité pour le cabinet d'avocats de sa famille. Bien que cela me mette mal à l'aise, je l'ai signé. Je l'aimais. Je voulais lui prouver, ainsi qu'à sa famille, que je n'étais pas intéressé par son argent. Quelle idiote j'étais. La maison est à ton nom, n'est-ce pas? C'est un bien propre, a-t-elle insisté, les yeux plissés. C'était un cadeau de mariage de mes parents, ai-je expliqué, les mots ayant un goût de cendre. Ils ont payé tout l'acompte. L'héritage de ma grand-mère. Nous l'avons enregistré comme mon bien propre, uniquement à mon nom. Mais après notre mariage, Richard a continué d'insister pour que nous ajoutions son nom à l'acte de propriété. Il a dit que c'était pour les apparences, que tous ses collègues du cabinet avaient leur nom sur leurs actes, et que c'était embarrassant pour lui. Le front de Brenda s'est plissé de dégoût. « Et tu l'as fait ?» ?»« Je l'ai fait, ai-je murmuré. Il m'a eu à l'usure. »« D'accord, » a-t-elle dit en prenant une inspiration. « Écoute-moi attentivement. C'est important. Qui a payé pour la rénovation ? Principalement moi, ai-je admis, me sentant de plus en plus petite à chaque mot. J'ai utilisé l'argent que j'avais économisé de mon salaire au fil des ans, environ 70 000 $. Sa famille a contribué à hauteur d'environ 15 000 $, principalement pour les nouveaux meubles de patio. As-tu des preuves, des reçus, des contrats pour les travaux? Oui, ai-je dit, une petite étincelle de quelque chose s'allumant en moi. Je suis méticuleuse. J'ai gardé un dossier avec tout. Bien. C'est très bien, a dit Brenda, avec un soupçon de soulagement dans la voix. Elle a fait une pause, puis a posé une autre question qui m'a retourné l'estomac. Combien gagne réellement Richard? As-tu la moindre idée? La question m'a laissé sans voix. Depuis notre mariage, nous gérions chacun notre propre argent. C'était son idée. Il disait que c'était plus moderne. Il m'avait dit que son salaire était d'environ 100 000 $ par an. Il me donnait 100 $ par mois pour les dépenses du ménage. Le reste, disait-il, il l'investissait pour notre avenir. Et j'ai payé le prêt de la maison, ai-je ajouté, ma voix s'éteignant. Tout. Chaque mois. Les mots semblaient complètement ridicules, même pour moi. Il disait qu'il devait avoir une réserve pour les frais médicaux de ses parents vieillissants. Brenda a frappé sa main sur son bureau. J'ai entendu le bruit sourd à travers le téléphone. Caroline, pour l'amour de Dieu, ne te rends-tu pas compte qu'il t'escroque? Ce n'est pas un mariage normal. C'est de l'abus financier. Mes yeux se sont à nouveau remplis de larmes, mais cette fois, elles étaient chaudes de colère, pas seulement de tristesse. C'était vrai. Aux yeux du monde, j'étais la femme qui vivait dans une maison luxueuse, l'épouse d'un avocat prospère. Mais la réalité était que je devais y réfléchir à 2 fois avant d'acheter un nouveau manteau d'hiver. Pendant ce temps, pas plus tard que Noël dernier, Richard avait offert à sa mère un bracelet en or de 20 000 $ sans hésiter. Ma vie était un mensonge, une illusion soigneusement construite, et c'est moi qui en payais le prix. Après avoir raccroché avec Brenda, je suis resté assise sur le sol froid de la cuisine pendant un long moment, entouré des débris de mon dîner et de mon mariage. Les mots de Brenda résonnaient dans ma tête. Réveille-toi. Protège-toi. 1 heure a passé, puis une autre. Finalement, une résolution froide s'est installée en moi. Je me suis levé, me suis lavé le visage et me suis dirigé directement vers la porte du bureau de Richard. Dans ma boîte à bijoux, cachée sous de vieilles babioles, se trouvait la clé de secours qu'il m'avait donnée il y a des années, juste au cas où. Quand nous nous sommes mariés, nous avions promis de respecter l'intimité de l'autre. Je n'avais jamais envisagé de rompre cette promesse. Ce soir, j'allais la briser en 1 million de morceaux. Le son de la clé dans la serrure semblait anormalement fort. Un coup de feu dans la maison silencieuse. Quand j'ai ouvert la porte, une légère odeur de parfum d'homme cher m'a frappé. Le bureau était impeccablement rangé, presque stérile. Les livres de droit sur l'étagère étaient disposés par taille, une ligne rigide parfaite. Il n'y avait pas un grain de poussière sur son grand bureau en acajou. J'ai commencé par les tiroirs, mon cœur battant un rythme nerveux contre mes côtes. Le tiroir du haut contenait quelques documents de travail sans importance et quelques stylos de luxe.
Celui du milieu contenait plusieurs albums photos, et mon estomac s'est noué en les feuilletant. C'étaient presque toutes des photos de Richard avec sa famille pendant les vacances, lors de précédents voyages, à la remise de diplôme de sa sœur Diane. Il n'y avait qu'une poignée de photos de nous deux ensemble, rangées tout au fond. Le tiroir du bas était verrouillé. Bien sûr qu'il l'était. L'anomalie ne faisait que confirmer mes soupçons grandissants. Mes yeux ont balayé la pièce, cherchant, et puis je l'ai vu. Caché derrière une rangée de gros livres de droit sur l'étagère du bas se trouvait un petit coffre-fort en métal noir. Richard l'avait acheté l'année dernière, prétendant que c'était pour stocker des informations clients importantes et confidentielles de son cabinet d'avocat. Mon cœur s'est mis à battre si fort que je pouvais entendre le sang affluer à mes oreilles. Je me suis agenouillé, les mains tremblantes. J'ai essayé la date de notre anniversaire. Une petite lumière rouge a clignoté. Erreur. J'ai essayé sa date de naissance. Erreur. J'ai senti une vague de désespoir. Que pouvait-ce être d'autre? Puis une pensée amère m'a traversé l'esprit. Sur un coup de tête, mes doigts tremblants d'un mélange de colère et de peur, j'ai entré la date de naissance de sa mère. Le coffre-fort s'est ouvert avec un doux clic électronique. À l'intérieur, il y avait une pile de documents bien organisés. Au-dessus de tout, il y avait un épais dossier manie intitulé « Propriété ». Mon cœur s'est glacé en l'ouvrant et en sortant l'acte de propriété. C'était l'acte de ma maison, la maison que l'héritage de mes parents avait payée. Mais dans la section « Propriétaire », il était clairement indiqué « Richard Peterson et Caroline Miller en propriété conjointe ». Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Je me suis souvenu du jour où nous sommes allés au bureau de l'avocat pour ajouter son nom. C'était censé être une propriété en indivision, lui donnant une petite part minoritaire. Ça, c'était différent. La propriété conjointe signifiait qu'il avait un droit de survie. Cela signifiait qu'il possédait la moitié de tout. L'héritage de mes parents, les économies de ma vie, la moitié lui appartenait légalement. Il m'avait trompé. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine ramasser les papiers. J'ai continué à chercher. J'ai trouvé plusieurs relevés bancaires d'un compte dont je n'avais jamais connu l'existence. J'ai déplié le premier. Le solde au bas de la page m'a stupéfié au point de me laisser sans voix. Ce n'étaient pas les économies confortables mais modestes que j'attendrais de son salaire. C'était près de 1,5 million de dollars. Mes yeux ont parcouru l'historique des transactions. Chaque mois, il y avait des virements réguliers allant de 3 000 à 15 000 dollars vers un compte au nom de Heather Jones. Au bas de la pile de documents se trouvait un élégant écrin à bijoux en velours bleu foncé. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, niché sur un lit de satin blanc, se trouvait un collier de diamants si brillant qu'il m'a coupé le souffle. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. En dessous se trouvait le reçu. Il venait de chez Tiffany S. Le prix dépassait 25 000 dollars. La date d'achat était le 12 octobre de l'année dernière. Mon anniversaire. Mon cadeau de Richard ce jour-là avait été un simple bouquet de fleurs de l'épicerie. Sous l'écrin, il y avait une dernière chose, une photographie. Richard était au bord d'une magnifique piscine de complexe hôtelier, son bras enroulé fermement autour d'une jeune femme souriante en bikini. Il portait des maillots de bain assortis. Au dos, de l'écriture familière et bouclée de mon mari, il y avait une note, à mon amour, Heather. Palm Springs, août 2023. C'était la semaine exacte où il avait prétendu être en voyage d'affaires stressant à Chicago. Mon monde ne s'est pas seulement effondré, il s'est vaporisé. Toutes ces nuits tardives au bureau, les mystérieux voyages d'affaires, les discussions constantes sur le fait d'être fauché tout en vivant dans ma maison, tout s'est mis en place avec une clarté horrifiante. La vibration de mon téléphone sur le bureau m'a presque fait crier. C'était un texto de Richard. « Chérie, je ne pourrai pas être là pour le dîner ce soir. J'ai un dîner de travail. » J'ai fixé le message, puis j'ai regardé sa photo de profil. Il était assis dans un restaurant luxueux, tenant un verre de vin rouge. Dans la courbe du verre de vin se reflétait la silhouette indubitable d'une femme aux cheveux longs et une main aux ongles peints en rouge vif posée sur la table. À ce moment-là, toute la peine et la confusion ont disparu, remplacées par un calme étrange et glacial. Je n'étais pas paranoïaque ou trop sensible. J'étais juste une idiote qu'on menait en bateau. Calmement, méthodiquement, j'ai sorti mon téléphone. J'ai pris des photos de chaque page, de chaque document, de chaque preuve accablante. Je les ai toutes envoyées à l'adresse email cryptée de Brenda.
Puis j'ai tout remis en place, j'ai fermé le coffre-fort et j'ai quitté le bureau, fermant la porte sur 3 ans de mensonges. Richard est rentré vers 22 heures ce soir-là. J'étais assise sur le canapé du salon dans le noir, à attendre. J'étais assise là depuis des heures, les photos sur mon téléphone me brûlant l'esprit. Il est entré en titubant, sentant l'alcool cher et un parfum floral sucré qui n'était pas le mien. « Chérie, tu es encore réveillée ?» a-t-il dit d'une voix pâteuse en se débattant avec ses chaussures. Il s'est approché de l'endroit où j'étais assise et s'est penché pour m'embrasser. J'ai détourné la tête et ses lèvres ont rencontré l'air froid. « Tu sens le parfum. »« Je n'aime pas ça, » ai-je dit, ma voix complètement vide d'émotion. Richard s'est arrêté un instant, surpris, puis a laissé échapper un petit rire dédaigneux. « C'était pour le travail, chérie. Tu sais comment c'est. Ça a dû déteindre un peu sur moi. » Ses clients mettaient un parfum vraiment fort. « Oh, vraiment ?» Je l'ai regardé, mes yeux s'étant habitués à l'obscurité. Je pouvais voir son visage clairement. « Cette Heather est une cliente aussi ?» Son expression s'est figée. Le masque jovial de l'ivresse a glissé et pendant une seconde, j'ai vu une pure panique dans ses yeux. Tout son corps a semblé dégriser instantanément. « Quoi ? De quoi tu parles ? Qui est Heather ? » Rien, ai-je dit en me levant. L'odeur de son parfum me rendait malade. Ça m'est juste venu à l'esprit. Tu dois être épuisé d'avoir à divertir cette cliente tant de fois par mois, de l'emmener dans tous ses voyages d'affaires. Je suis passé devant lui et je suis allé directement dans notre chambre, le laissant planté là dans le salon, son visage passant du rouge au blanc sous la faible lumière. En fermant la porte de la chambre, je me suis appuyé contre elle, mes jambes se sentant faibles. J'ai entendu ses pas nerveux dehors, puis sa voix, un murmure frénétique et étouffé au téléphone. Il appelait sans aucun doute Heather, l'avertissant, essayant de mettre leur histoire au point. Quelques minutes plus tard, un message de Brenda a illuminé mon téléphone. Preuve reçue. Nom d'un chien, Caroline. Avec ça, il est fini. Viens à mon bureau dès demain matin. Et cette fois, écoute tout ce que je te dis. Je me suis allongé dans le lit et j'ai fixé le plafond. Mon esprit était étrangement, terrifiantement calme. L'ancienne Caroline aurait passé la nuit à pleurer, le cœur brisé. La Caroline allongée là maintenant avait juste envie de rire. D'un rire froid et amer. Richard a finalement ouvert la porte et s'est glissé dans le lit à côté de moi, faisant attention de ne pas faire de bruit, comme si de rien n'était. Il a délibérément retenu sa respiration, faisant semblant de dormir dans l'obscurité. « Richard ?» Ai-je soudainement rompu le silence, ma voix tranchant dans la pièce silencieuse. « Dans quel complexe hôtelier allez-vous à Palm Springs ?» Son corps s'est visiblement tendu à côté de moi. « Juste un complexe normal. Un avec lequel le cabinet d'avocats a un accord. »« Oh, vraiment ?» Ai-je laissé échapper un petit rire sans joie. « Ce n'est pas encore l'Oasis Club, n'est-ce pas ? J'ai entendu dire que les villas privées avec piscine là-bas sont super chères. » Richard s'est redressé d'un bond dans le lit avec un hoquet de surprise. « M'as-tu espionné ? » Espionné ? Je me suis tourné pour le regarder. La lumière de la lune filtrant à travers les stores illuminait son visage, qui était tordu par un mélange de panique et de colère. « En ai-je besoin ? Tu as oublié de me bloquer sur Facebook, Richard. Ta publication à l'Oasis Club en novembre de l'année dernière. Au fait, le collier Tiffany S sur la photo que Heather a postée cette semaine-là était magnifique. Un cadeau très généreux. » Son visage s'est tordu en une vilaine grimace. « Caroline, comment oses-tu fouiller dans mon téléphone ? Comparé au fait que tu me trompes depuis des années, que tu voles mon héritage et que tu me mens en face tous les jours, regarder tes publications publiques sur les réseaux sociaux n'est pas grand-chose, tu ne crois pas ? » Je me suis levé et j'ai allumé la lampe de chevet, inondant la pièce d'une lumière crue. 3 ans de mariage avec des comptes séparés. 3 ans que je suis une idiote. Au service de toute ta famille, payant le prêt de ma propre maison, et il s'avère que tu avais quelqu'un d'autre à côté tout ce temps. Richard, tu ne me déçois vraiment pas. Son visage est devenu blême. Soudain, une vague de rage l'a envahi. Il a attrapé un oreiller et l'a jeté de toutes ses forces contre le mur. Arrête ça. Arrête tout de suite. Tu crois que je l'ai fait parce que je le voulais ? J'en ai marre de rentrer tous les jours et de voir ce long visage triste. Heather est 100 fois plus affectueuse que toi.
Elle est drôle. Elle sait comment rendre un homme heureux. J'ai regardé sa crise de folie en silence. Et à ce moment-là, tout l'amour qui me restait pour lui s'est ratatiné et est mort. C'était l'homme pour qui j'avais défié mes parents pour l'épouser, un lâche, un menteur et un voleur qui, après avoir été pris, avait encore l'audace de me blâmer. Très bien, ai-je dit, ma voix légère, presque joyeuse. Divorçons. Tu pourras être heureux avec Heather, et je vivrai ma vie en paix. Divorcer. A éclaté de rire Richard, un rire fort et qui a rempli la pièce. Dans tes rêves, Caroline. Tu as signé l'acte. La moitié de cette maison est à moi. Si tu demandes le divorce, comment vas-tu vivre? Ton salaire de misère ne couvrira même pas le prêt, sans parler de me racheter ma part. Alors, c'était ça. Son plan directeur. Il avait tout prévu. Il était sûr que j'étais piégé financièrement, que je n'oserais jamais le quitter. En voyant ce regard suffisant et confiant sur son visage, j'ai juste ri. Eh bien, ai-je dit en lui souriant doucement. On verra bien. Je me suis recouché, j'ai éteint la lumière et je lui ai tourné le dos. Caroline, a-t-il finalement dit, sa voix basse et menaçante dans l'obscurité. N'ose pas faire de bêtises. Je suis sérieux. Ma sœur Diane va se marier, et elle a besoin d'un endroit. J'ai l'œil sur cette maison pour elle depuis un moment. J'ai fermé les yeux, mes ongles s'enfonçant si fort dans mes paumes que j'étais sûr d'avoir saigné. Toute la famille avait planifié cela depuis longtemps. Il voulait m'utiliser, vivre dans ma maison, et à la fin me mettre dehors et la prendre pour sa sœur. À l'aube, je me suis levé sans bruit. J'ai fait un petit sac avec mes affaires essentielles et tous les documents importants que j'ai pu trouver. Puis j'ai quitté la maison sans regarder en arrière. L'air du matin était exceptionnellement frais, comme si le monde avait été lavé pendant la nuit. J'ai pris une profonde inspiration tremblante et j'ai appelé Brenda. C'est l'heure, ai-je dit. La guerre a commencé. Le bureau de Brenda était au 28e étage d'un gratte-ciel de verre étincelant au centre-ville de Los Angeles. Ce n'était plus seulement le cabinet solo de ma meilleure amie. Elle était devenue associée dans un cabinet prestigieux, l'un des meilleurs de la ville. Quand je suis arrivé, elle n'était pas seule. Avec elle se trouvait un homme d'une cinquantaine d'années, aux yeux vifs et intelligents, portant un costume parfaitement taillé et dégageant une aura de calme autorité. « Caroline, voici Monsieur Wallace », a dit Brenda, sa voix ferme et rassurante. C'est le meilleur avocat en divorce de l'État. Il est spécialisé dans les cas avec des actifs financiers importants et des complications. Monsieur Wallace m'a serré la main, sa poignée forte et stable. Madame Miller. Brenda m'a informé de la situation. Je suis vraiment désolé pour ce que vous traversez. Maintenant, voyons ce que nous avons. Nous nous sommes assis dans une grande salle de réunion ensoleillée, les copies numériques des preuves que j'avais photographiées étalées sur un grand écran. M. Wallace a examiné chaque document avec une concentration méticuleuse, son expression devenant plus sombre à chaque diapositive. La situation est encore pire que vous ne le pensiez, a-t-il dit, enlevant finalement ses lunettes et les polissant avec un mouchoir. D'après ses relevés bancaires, au cours des 2 dernières années, Richard a transféré un total de $330 000 à cette personne, Heather. Aux yeux du tribunal, il s'agit d'un acte clair de dissipation des biens matrimoniaux. C'est une somme importante que nous pouvons récupérer dans le règlement du divorce. J'ai juste hoché la tête en silence, le chiffre résonnant dans ma tête. $330 000, l'équivalent de près de 5 ans de mon salaire, et il l'avait donné si facilement. Mais ceci, a dit Monsieur Wallace en cliquant sur une nouvelle série de documents que l'enquêteur de son cabinet avait obtenus pendant la nuit. C'est l'infraction la plus grave. Il a pointé l'écran. Il y a 3 mois, Richard a contracté une deuxième hypothèque sur votre propriété pour $800 000. Le but indiqué sur la demande était la rénovation de la maison. Mais vous n'aviez pas de projet de rénovation récent, n'est-ce pas? $800 000. J'ai levé les yeux, choqué, mon sang se glaçant. Il ne m'a pas dit un seul mot. Il n'allait pas vous le dire, a dit gravement Monsieur Wallace. Parce que cet argent, une semaine après être entré sur son compte, a été transféré à Heather Jones en 5 gros versements. Je crois que votre mari a acheté une maison à cette femme. Il a utilisé la valeur nette de votre maison, la maison construite sur l'héritage de votre famille, pour acheter une propriété pour sa maîtresse. Ma voix tremblait. Il avait hypothéqué la maison que mes parents m'avaient donnée, un endroit que je pensais être mon sanctuaire,
pour s'installer avec une autre femme. M. Wallace m'a ensuite montré une transcription de messages textes entre Richard et sa sœur, Diane. Son enquêteur les avait obtenus par un canal spécial. Et bien qu'ils puissent être difficiles à utiliser comme preuve directe, ils brossaient un tableau très clair de leurs intentions. Diane, frérot, tu as déjà parlé à ta femme de l'hypothèque sur la maison. Richard, pas encore. Je prévois de lui en parler après le voyage. Elle est un peu bizarre ces derniers temps. Je pense qu'elle se doute de quelque chose avec Heather. Diane, et alors? Mon fiancé et moi devons faire un acompte pour l'appartement que nous avons vu la semaine prochaine. Ne traîne pas, Richard, ne sois pas si pressé. Mon nom est aussi sur l'acte de la maison. Même si elle s'y oppose, elle ne peut rien faire. Si elle devient difficile, je dirai à maman de lui parler. Elle écoute toujours maman. J'ai fixé l'écran, un rocher lourd m'écrasant la poitrine. Ils avaient tout planifié. Légalement, pour obtenir une hypothèque sur une propriété en propriété conjointe, le consentement d'un seul des propriétaires est parfois suffisant, surtout s'il a falsifié sa signature, ce que je soupçonne qu'il ait fait, a dit M. Wallace d'un ton sérieux. S'ils avaient tout finalisé avant, vous seriez dans une bataille juridique très difficile et très coûteuse. Alors, que dois-je faire maintenant? J'ai serré les poings, mes jointures blanches. Nous les prenons de vitesse. Une lueur vive et déterminée brillait dans les yeux de M. Wallace. Nous devons prouver que l'acte de propriété conjointe lui-même a été falsifié. Vous avez dit que vous vous souveniez qu'il s'agissait d'une propriété en indivision. J'en suis absolument certaine, ai-je dit. Je me souviens que l'avocat a expliqué très clairement la différence. C'est notre point de retournement, s'est exclamé M. Wallace, avec un soupçon d'excitation dans la voix. Si nous prouvons que l'acte a été falsifié, non seulement l'hypothèque frauduleuse sera nulle, mais Richard pourrait faire face à de graves accusations pénales pour fraude bancaire et falsification. Nous avons établi le plan de bataille sur le champ. Étape 1. Je devais me rendre immédiatement au bureau d'enregistrement du comté pour obtenir une copie certifiée conforme de l'acte de propriété original valide. Étape 2. Avec cette preuve, nous demanderions une ordonnance restrictive d'urgence pour geler tous les actifs de Richard, compte bancaire, actions, tout. Étape 3. Nous préparerions la requête en divorce décrivant chacune de ces transgressions. En partant, un tourbillon de termes juridiques et de stratégies tournant dans ma tête, Brenda m'a donné un jeu de clés. C'est un petit appartement que je garde pour investissement. Il est vide maintenant. Reste un moment. Ne retourne pas à la maison. Un animal acculé est un animal dangereux, et Richard est sur le point de se sentir très, très acculé. Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau d'enregistrement du comté, un grand bâtiment gouvernemental impersonnel qui sentait le vieux papier et le café éventé. J'avais les mains moites en remplissant le formulaire de demande et en le remettant au greffier avec ma pièce d'identité et les informations sur la propriété. J'avais l'impression de retenir mon souffle pendant les 10 minutes qu'il a fallu pour qu'il fouille dans les dossiers à l'arrière. Tout mon avenir semblait en jeu, suspendu à un morceau de papier déposé il y a 3 ans. Finalement, il est revenu et a glissé une copie certifiée conforme sur le comptoir. Mes doigts tremblaient en la dépliant sur place, mes yeux parcourant le texte juridique dense. Et puis je l'ai vu, en noir et blanc clair et indubitable, propriété en indivision. Caroline Miller 70%, Richard Peterson, 30%. Une vague de soulagement si puissante qu'elle m'a presque fait plier les genoux m'a submergé. Je n'étais pas folle. Je ne m'étais pas trompé. Il avait délibérément, criminellement falsifié le document. J'ai immédiatement déposé une déclaration de perte d'acte, une manœuvre juridique que M. Wallace avait expliquée et qui invaliderait instantanément la copie falsifiée en possession de Richard. Puis j'ai rempli une demande d'interdiction de disposer. Dans la section « Motif », j'ai écrit les mots d'une main ferme, falsification présumée de documents et suspicion de fraude par le copropriétaire. La maison, ma maison, était enfin en sécurité. J'ai quitté le bâtiment et me suis dirigé vers un petit restaurant miteux de l'autre côté de la rue. J'ai commandé un café noir et me suis simplement assise dans une banquette en vinyle craquelé, regardant la vapeur s'élever de la tasse en céramique épaisse. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, le nœud de peur serré dans mon estomac a commencé à se desserrer. C'était le premier coup dans une partie d'échecs que je n'avais jamais voulu jouer, mais c'était un sacré bon coup. Échec. Juste à ce moment-là, alors que je prenais ma première gorgée de café amer, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu,
mais quelque chose m'a dit de répondre. « Est-ce bien mademoiselle Caroline Miller ?» a demandé une voix joyeuse et professionnelle. « C'est Suzanne de Sun Realty. Je vous appelle au sujet de l'annonce pour votre maison sur Oak Woodland. Nous avons une offre fantastique en espèces, un acheteur qui est prêt à payer 1 150 000 $. Ils veulent conclure rapidement. Quand pouvons-nous nous rencontrer pour négocier? J'ai été frappé de stupeur. La tasse de café a claqué contre la soucoupe. Il avait déjà mis ma maison, notre maison, en vente. Il allait la vendre dans mon dos pendant qu'il était en vacances avec sa maîtresse. L'audace a coupé le souffle de son geste m'a laissé sans voix. Une rage froide et dure, plus claire et plus puissante que toute émotion que j'avais jamais ressentie, s'est installée en moi. Écoutez-moi très attentivement, Suzanne, ai-je dit, ma voix basse, ferme et mortellement sérieuse. Cette annonce est frauduleuse. Mon mari n'a pas l'autorité de vendre cette propriété. L'acte qu'il vous a montré a été déclaré perdu et est légalement invalide. Cette propriété est actuellement en litige et une interdiction de disposer a été déposée auprès du comté. Si votre agence poursuit cette transaction d'un pas de plus, préparez-vous à recevoir une plainte de mes avocats pour complicité de fraude immobilière. Il y a eu un son étouffé à l'autre bout du fil, puis des excuses précipitées avant qu'elle ne raccroche. J'ai posé mon téléphone et j'ai pris une longue et lente respiration. C'était juste. Trop juste. J'ai immédiatement appelé Monsieur Wallace pour le mettre au courant. Puis j'ai passé mon appel suivant. C'était à une entreprise de déménagement. Cet après-midi-là, 2 gros camions se sont garés devant la maison sur Oak Woodland. Le processus d'emballage était méthodique et étrangement thérapeutique. J'ai parcouru les pièces, décidant ce qui était à moi et ce qui faisait partie du mensonge que je laissais derrière moi, les livres de mes années d'université, les peintures que j'avais achetées dans les foires d'art locales, les vêtements que j'avais achetés avec mon propre salaire durement gagné. J'ai laissé derrière moi tout ce qu'il m'avait jamais donné, les bijoux, les vêtements, les meubles. Ce n'était pas grand-chose. Alors que les déménageurs chargeaient la dernière boîte dans le camion, j'ai jeté un dernier regard à l'endroit que j'appelais autrefois ma maison. Je n'ai ressenti aucune once de nostalgie, juste la satisfaction tranquille d'une porte se fermant fermement et pour toujours. J'ai verrouillé la porte d'entrée avec ma clé, me suis dirigé vers la guérite de la communauté, j'ai remis la clé au portier et je l'ai informé que toute future affaire concernant la maison devrait être traitée par l'intermédiaire de mon avocat, Monsieur Wallace. Ma nouvelle vie avait officiellement commencé. Une semaine plus tard, j'étais assise dans le bureau ensoleillé de Monsieur Wallace, en train de relire la version finale de la requête en divorce, lorsque mon téléphone a vibré avec une notification. C'était une application de suivi que Brenda m'avait aidé à installer sur l'itinéraire de vol de Richard. Son avion en provenance de Palm Springs venait d'atterrir à LAX. Le premier signe de problème pour lui est apparu, comme je l'ai appris plus tard, au comptoir de location de voitures de l'aéroport. Je pouvais presque l'imaginer. Richard, bronzé et suffisant après sa semaine de vacances avec Heather, tendant avec assurance sa carte American Express Black, pour l'avoir refusée. La confusion sur son visage, le scintillement d'agacement. Il aurait essayé une autre carte, puis une autre. L'impatience croissante de l'employé, la file de personnes derrière lui commençant à grogner. L'humiliation ultime pour un homme comme Richard. L'ordonnance restrictive avait fonctionné. Chacun de ses actifs était gelé. Ils ont dû prendre un taxi coûteux, car 2 heures plus tard, le portier de mon ancienne communauté m'a appelé, la voix tendue. Madame Miller, Monsieur Peterson et sa famille sont ici. Ses parents et sa sœur sont avec lui. Ils font toute une scène. Monsieur Wallace et moi nous y sommes rendus immédiatement. Nous les entendions avant même de les voir. À un pâté de maison de là, la voix aiguë et perçante de mon ancienne belle-mère traversait l'air calme de l'après-midi de la banlieue bien entretenue. Mon fils est le propriétaire de cette maison. Son nom est sur l'acte. Pourquoi ne le laissez-vous pas entrer? Cette femme vous a-t-elle soudoyé? J'exige de parler à votre supérieur. Nous sommes entrés dans la guérite pour trouver tout le clan Peterson en pleine crise de nerfs. Le visage de Richard était d'une teinte violacée de rage. Sa sœur Diane se tenait à ses côtés, les bras croisés, regardant le portier avec mépris. Ses parents criaient, le visage rouge et belliqueux. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai redressé les épaules et j'ai fait un pas en avant. Beau-père, belle-mère, ai-je dit, ma voix parfaitement calme et claire, coupant leur tirade. Ça fait un moment.
Comment s'est passé le voyage à Palm Springs? J'ai laissé un petit sourire entendu effleurer mes lèvres. J'ai vu les photos. Cette photo de famille avec Heather est magnifique. Tous les quatre se sont retournés en même temps. Leur visage était une galerie inestimable de choc, de culpabilité et de fureur. Caroline. Ma belle-mère, se remettant la première, a poussé un cri et s'est jetée sur moi, les mains griffues, visant mes cheveux. Comment oses-tu, femme ingrate et méchante, traiter mon fils de cette façon? Avant qu'elle ne puisse m'atteindre, Monsieur Wallace s'est interposé en douceur entre nous, bloquant son chemin avec sa carrure solide. Madame, je vais vous demander de vous contrôler, a-t-il dit, sa voix basse mais portant un poids d'autorité indéniable. Agresser une personne est un crime, et je dois vous informer que nous enregistrons toute cette situation. La main de ma belle-mère s'est figée en l'air. La couleur a quitté son visage et elle a reculé en trébuchant. Eh bien, a ricané Richard, poussant sa mère de côté et s'avançant jusqu'à n'être qu'à quelques centimètres de mon visage. Je pouvais sentir l'air vicié de l'avion sur lui. Alors maintenant, tu amènes ton avocat hors de prix pour affronter tes beaux-parents. Que veux-tu exactement, Caroline? C'est très simple, Richard, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux, refusant d'être intimidé. Je veux le divorce, et je veux récupérer chaque centime et chaque bien qui m'appartient. N'y songe même pas. A-t-il hurlé, des postillons s'échappant de ses lèvres. Mon nom est sur l'acte. Cette maison est à moitié à moi. Oh, vraiment? J'ai sorti un dossier de la mallette en cuir que Brenda m'avait donné. Je l'ai calmement ouvert et je lui ai présenté la copie certifiée conforme du bureau d'enregistrement. Voici l'enregistrement original légalement déposé. La maison est en indivision. Ma part est de 70%, la tienne de 30%. C'est clairement spécifié. Le document de propriété conjointe que tu as utilisé est un faux, ce qui, soit dit en passant, est un crime. Le visage de Richard est devenu complètement blanc. Il a fixé le papier comme si c'était un serpent. Et ce n'est pas tout, ai-je continué, ma voix gagnant en force à chaque mot. Tu as falsifié ma signature sur un contrat d'hypothèque de $800 000. C'est une fraude bancaire. Tu as transféré plus de $300 000 de biens matrimoniaux à ta maîtresse. Selon la loi californienne, dans un divorce avec une faute avérée de cette ampleur, non seulement tu n'aurais droit à aucune partie de la maison, mais tu devras me rembourser chaque dollar que tu as volé, plus des dommages et intérêts. Sa mère n'en pouvait plus. C'est impossible. Mon fils t'a entretenu pendant des années, espèce d'ingrate. M'entretenir? J'ai ri, un vrai rire amer qui venait du plus profond de mon ventre. Madame Peterson, pendant 3 ans, j'ai payé le prêt, les impôts fonciers, l'électricité, l'eau et les frais de copropriété moi-même. Votre fils m'a donné $100 par mois pour les dépenses du ménage, un montant qui ne couvrait même pas sa propre nourriture et son alcool. Toute la famille Peterson était sans voix. Richard s'est soudainement jeté en avant, essayant d'arracher le dossier de mes mains, mais M. Wallace l'a arrêté avec une main ferme sur sa poitrine. Il ressemblait à un animal enragé acculé. « Caroline, ne me pousse pas », a-t-il sifflé. Je connais beaucoup de gens puissants. Je peux faire en sorte que tu ne trouves pas de travail dans tout Los Angeles. Menacer la partie adverse dans un litige juridique, a dit calmement M. Wallace en levant son téléphone où une lumière rouge clignotait clairement. Monsieur Peterson, cet enregistrement sera une preuve très préjudiciable contre vous au tribunal. Le combat sembla s'évanouir de Richard d'un seul coup. La rage et l'arrogance disparurent, remplacées par une panique désespérée et pleurnicharde. Des larmes montèrent à ses yeux. « Caroline, chérie, je suis tellement désolé », gémit-il en tendant la main vers la mienne. J'ai eu tort. J'ai été un idiot. S'il te plaît, donne-moi juste une autre chance. Je vais quitter Heather. Je jure que je ferai tout ce que tu dis. J'ai regardé l'homme qui pleurait devant moi, l'homme que j'avais autrefois aimé plus que la vie elle-même, et je n'ai ressenti qu'un vide froid et immense. C'est trop tard, Richard, ai-je dit calmement en retirant ma main. Je t'ai donné bien trop de chance. Comme prévu, Richard n'a pas signé les papiers du divorce. Ses supplications et ses plaidoyers n'avaient été qu'une performance. Quand cela a échoué, il est revenu à sa vraie nature, celle d'un tyran. Il a lancé une campagne de dénigrement vicieuse. Il a publié un long message larmoyant sur Facebook, plein de demi-vérités et de mensonges purs et simples,
insinuant que j'étais mentalement instable et que je l'avais quitté pour un homme plus riche et plus prospère. Soudain, des parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'appelaient, laissant des messages vocaux larmoyants, me disant que je détruisais un homme bon et que je brisais une famille, que je devais pardonner et oublier. C'était pathétique. Une attaque coordonnée orchestrée par sa mère, mais j'y étais préparé. J'ai bloqué les numéros, supprimé les messages et me suis concentré sur la bataille juridique à venir. Le moment le plus dangereux, cependant, est survenu un mardi soir pluvieux. J'étais à la maison sur Ocodlan, en train d'emballer les derniers de mes effets personnels sentimentaux. J'avais vendu la maison et les nouveaux propriétaires devaient faire leur dernière inspection dans 2 jours. La maison était maintenant presque vide, les pièces caverneuses et résonnant à chaque pas. La pluie s'abattait contre les fenêtres et le vent hurlait dehors. Je me sentais un peu sur les nerfs, mais je voulais juste en finir avec cette dernière tâche. Soudain, la porte-fenêtre arrière s'est ouverte en fracas, la vitre se brisant vers l'intérieur. Richard et sa sœur Diane ont fait irruption, trempés par la pluie. Il puait le whisky et le désespoir, et ses yeux étaient injectés de sang et fous de rage. « Caroline » a-t-il grondé, sa voix un grognement bas et menaçant. « Tu as ruiné ma vie. Ma carrière est en danger. Mes comptes sont gelés. Alors maintenant, je vais ruiner la tienne. » Diane, le visage un masque de joie froide et malveillante, a levé son téléphone et a commencé à enregistrer. « Belle-sœur » a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de venin. « Tu ferais mieux d'appeler ton avocat et de retirer la plainte tout de suite. Sinon, cette vidéo de ta réconciliation émotionnelle avec mon frère va devenir virale demain. Personne ne croira ton histoire alors. » J'ai compris leur plan ignoble instantanément. Ils allaient simuler une réconciliation forcée, probablement m'agresser, et utiliser la vidéo pour me faire chanter, pour détruire ma crédibilité. Mon cœur battait contre mes côtes si fort qu'il semblait vouloir se briser. Pendant une fraction de seconde, une terreur pure s'est emparée de moi. Mais ensuite, toute la douleur et l'humiliation des 3 dernières années se sont cristallisées en un seul point de fureur froide et dure. « Richard, as-tu la moindre idée de ce que tu fais ? C'est un crime, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Un crime ? A-t-il ricané, faisant un pas menaçant vers moi. Quel crime peut-il y avoir entre un mari et une femme ? Je vais te dire quoi, après ce soir, que tu retires la plainte ou non, tu es fini. Au moment où il s'est jeté sur moi, ses mains tendues, j'ai appuyé sur le petit bouton de panique discret que j'avais dans ma poche. Une alarme perçante, assourdissante, assez forte pour réveiller les morts, a hurlé à travers la maison vide. Richard et Diane se sont figés, leur visage une image comique de choc. Au même moment, la porte d'entrée s'est ouverte en grand, et 2 hommes grands et puissamment bâtis, des gardes de sécurité privés que M. Wallace avait insisté pour que j'engage pour cette raison précise, ont fait irruption dans la pièce. Ils étaient en surveillance discrète dans la maison voisine, attendant juste mon signal. En quelques secondes, ils avaient Richard et Diane plaqués au sol, les bras tordus dans le dos. Le visage de Richard était un masque d'incrédulité totale. Diane a commencé à pleurer et à supplier, le téléphone tombant de sa main. Caroline, c'était l'idée de mon frère. Il m'a forcé à le faire. S'il te plaît, pardonne-nous. Au loin, la sirène inimitable de la police se rapprochait de plus en plus. J'ai regardé froidement l'homme qui était autrefois mon mari, maintenant gémissant et se débattant sur le sol de la maison qu'il avait essayé de me voler. Cette fois, Richard, ai-je dit, ma voix claire et résonnant d'une finalité sans appel, avec violation de domicile, effraction et tentative d'agression, tu seras en prison pour très longtemps. La comédie était enfin, vraiment terminée. Si vous écoutez encore, si vous m'avez suivi dans ce voyage jusqu'à présent, me feriez-vous une petite faveur ? Veuillez aimer cette vidéo et commenter avec le chiffre ci-dessous. Cela me permet de savoir que vous m'avez donné un j'aime et me dit que vous êtes ici avec moi, à écouter mon histoire. Votre soutien est un encouragement formidable et me donne la force de continuer. Veuillez commenter avec le chiffre 1 et laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Les suites de cette nuit pluvieuse ont été un tourbillon médiatique. L'acte désespéré et violent de Richard s'était retourné contre lui de la manière la plus spectaculaire qui soit. Le rapport de police, combiné aux images de sécurité, a été le dernier clou dans son cercueil. L'histoire est passée d'un divorce houleux à une affaire criminelle, et elle est devenue virale. Quelqu'un, quelque part, a créé le hashtag #StandStrongCaroline, et mes réseaux sociaux,
que j'utilisais rarement, ont été inondés de milliers de messages de soutien d'inconnus de tout le pays. C'était bouleversant et surréaliste, mais c'était aussi un étrange réconfort de savoir que je n'étais pas seul dans ce combat. Le procès en divorce a été, comme l'avait prédit Monsieur Wallace, étonnamment rapide. Richard est arrivé en retard, flanqué de ses parents. En quelques semaines seulement, il semblait avoir vieilli de 10 ans. Son costume cher pendait sur sa silhouette amincie. Ses yeux étaient cernés et son visage avait une teinte permanente de gris cendré. Quand il m'a vu assise à la table du demandeur, posé et calme, un éclair de haine pure a traversé son regard, mais il a été rapidement remplacé par une peur brute et non dissimulée. Il savait qu'il faisait face non seulement à la fin de son mariage, mais à la fin de sa vie telle qu'il la connaissait. Son avocat, un jeune associé dépassé du cabinet de son père, a tenté de soutenir que les transferts d'argent n'étaient que des cadeaux entre amis et que Heather était une lointaine cousine de la famille. Mais lorsque M. Wallace a présenté au tribunal les photos intimes de Palm Springs, les messages textes explicites et le reçu de Tiffany S. pour le collier de 25 000 $, même l'avocat est resté sans voix. Le hoquet de surprise collective du jury était audible. Concernant la falsification de l'acte de propriété et la signature contrefaite sur le contrat d'hypothèque, la défense de Richard n'avait rien à dire. Lorsque la juge, une femme sévère et pragmatique d'une 60aine d'années, a demandé directement à Richard pourquoi il avait fait cela, sa réponse a plongé toute la salle dans le silence. Ma sœur allait se marier et la famille de son fiancé ne contribuait en rien à leur nouvelle vie, a-t-il marmonné, refusant de regarder la juge. Je voulais aider un peu ma famille. Et pour cela, vous avez falsifié des documents légaux, vous avez contrefait la signature de votre femme et vous avez dissipé des centaines de milliers de dollars de biens matrimoniaux, a demandé la juge, sa voix sévère. Monsieur Peterson, en tant qu'avocat vous-même, n'étiez-vous pas conscient des conséquences juridiques très graves de vos actes? Richard a baissé la tête et n'a rien dit. Sa mère, assise au premier rang de la galerie du tribunal, s'est effondrée en sanglots forts et hystériques jusqu'à ce qu'un huissier doive l'escorter dehors. Le verdict final a été plus que ce que j'aurais pu espérer. La juge a accordé le divorce, avec effet immédiat. La maison sur Oakwood Lane m'a été entièrement et uniquement attribuée. Richard a été condamné à restituer l'intégralité des 330 000 $ qu'il avait transférés à Heather. 70% de toutes les économies et investissements restants à son nom m'ont été attribués à titre d'indemnisation pour les dommages et le préjudice moral. De plus, Richard devait payer tous mes frais de justice et frais de procédure, une somme qui se chiffrait bien à 6 chiffres. Alors que la juge lisait le verdict, le son final du marteau tombe en résonnant dans la salle d'audience, le visage de Richard est devenu complètement cendré, et son père a dû le soutenir physiquement. Les flashs des appareils photo des journalistes n'ont cessé de crépiter, immortalisant la vue misérable et défaite de la famille Peterson pour les journaux du matin. Dans le procès pénal distinct qui a suivi un mois plus tard, Richard a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation de faux et de fraude bancaire. Il a été condamné à 3 ans dans une prison d'État. En quittant le palais de justice ce dernier jour, la lumière vive du soleil californien m'a semblé être une bénédiction. La justice, il s'est avéré, n'était pas seulement un concept dans un livre de droit. Elle était réelle. La première chose que j'ai faite en tant que femme libre a été de finaliser la vente de la maison. La clôture a été rapide et nette. L'acheteuse était une mère célibataire avec 2 jeunes enfants, et son enthousiasme pour le jardin et la proximité de l'école locale était contagieux. Alors qu'elle signait le dernier document, elle m'a pris la main. « Caroline » a-t-elle dit, ses yeux remplis d'amour et de rire. Mes yeux se sont un peu embués. C'était exactement ce que la maison et moi avions besoin d'entendre. Une semaine plus tard, j'étais dans un avion, regardant la grille familière de Los Angeles rétrécir sous moi. Avant que tout ne s'effondre, une entreprise multinationale que j'admirais depuis longtemps m'avait recruté pour un poste. Une opportunité s'était ouverte dans leur bureau de Singapour pour un poste de directrice marketing supervisant toute la région Asie-Pacifique. Ils ont renouvelé leur offre et j'ai accepté sans un instant d'hésitation. J'avais besoin d'un nouveau départ, d'un endroit où personne ne connaissait mon nom ni ma douloureuse histoire. Les premiers mois à Singapour ont été un tourbillon d'activités exaltant. Le travail était plus stimulant que tout ce que j'avais jamais fait, mais je m'y suis jeté à corps perdu, reconnaissante de la distraction. Je dirigeais une nouvelle équipe, développais des stratégies marketing complexes pour une 12aine de pays différents et naviguais dans une culture nouvelle et vibrante. Le week-end, au lieu de me morfondre dans mon nouvel appartement stérile, je me forçais à explorer. J'ai erré dans des centres de restauration animés,
essayé des plats exotiques que je ne pouvais pas prononcer et me suis fait quelques nouveaux amis au travail. Pour la première fois depuis des années, ma vie était pleine, dynamique et pleine de sens, et c'était une vie que je construisais entièrement pour moi-même, selon mes propres termes. Un après-midi, environ 6 mois après le début de ma nouvelle vie, j'ai reçu un email de Monsieur Wallace. En pièce jointe, une petite coupure de la section des faits divers d'un journal national avec le titre « Un avocat déchu et sa femme mondaine se séparent après l'escroquerie à la falsification d'actes de son mari ». Sur la photo granuleuse, Richard était emmené menotter, l'air pathétique et vaincu. Je l'ai regardé un instant, puis j'ai calmement fermé l'email et l'ai déplacé vers la corbeille. Je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de satisfaction, pas de pitié. Rien. Son histoire était terminée. La mienne ne faisait que commencer. J'ai passé 8 mois merveilleux et réparateurs à Singapour. Mon équipe a réussi à conclure 2 des plus gros contrats de l'histoire de la division, et le PDG m'a publiquement félicité lors de la réunion annuelle de l'entreprise. J'étais en plein essor. Mais ensuite, une offre est arrivée que je ne pouvais pas ignorer. La société mère, le puissant groupe XG, me voulait de retour aux États-Unis. Il créait un nouveau centre pour le développement du leadership féminin, et il voulait que j'en sois la première directrice. Le salaire était le double de ce que je gagnais, et c'était une chance de faire quelque chose de vraiment significatif. Au début, j'ai hésité. Étais-je prête à retourner à l'endroit qui recelait tant de souvenirs douloureux? Étais-je prête à être dans le même état, la même ville, que l'homme qui avait essayé de me détruire? Mais alors que j'étais assise sur mon balcon surplombant la ligne d'horizon scintillante de Singapour, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je ne fuyais plus. Le vrai détachement, la vraie force, ce n'est pas d'échapper à son passé. C'est d'avoir la capacité de l'affronter de front et de choisir quand même de ne pas regarder en arrière. J'ai décidé de revenir. Mon retour a été quelque chose que je n'aurais jamais pu prédire. Mon histoire, que j'avais tant essayé de garder privée, avait pris vie d'elle-même. Elle était devenue une étude de cas dans les écoles de commerce et les facultés de droit, un exemple parfait de la façon dont une femme instruite peut utiliser le système juridique comme une arme pour protéger ses droits et son héritage. J'ai été invité à prendre la parole lors de forums et de conférences sur le leadership. Mon histoire, autrefois source d'une profonde douleur privée, était en quelque sorte devenue une source d'inspiration publique. Un soir, j'étais la conférencière principale lors d'un forum d'affaires de haut niveau tenu dans une grande salle de bal au centre-ville de Los Angeles. Alors que je me mêlais aux invités par la suite, une silhouette familière est apparue à la porte de la salle de bal. C'était Richard. Il avait été libéré de prison quelques mois plus tôt pour bonne conduite. Il portait un costume bon marché et mal ajusté et tenait un bouquet de fleurs d'épicerie à l'air pathétique. Il avait beaucoup maigri, et l'arrogance confiante qu'il portait autrefois comme une seconde peau avait disparu, remplacée par un désespoir profond hélas. « Caroline » a-t-il dit, ses yeux s'illuminant d'une lueur d'espoir quand il m'a vu. Je voulais juste te féliciter en personne. Tu es magnifique. Les gardes de sécurité ont commencé à se diriger vers lui, mais j'ai levé la main pour les arrêter. Je devais le faire moi-même. Richard, ai-je dit calmement, ma voix égale. S'il te plaît, pars. Je sais que je n'ai pas le droit de te voir. Sa voix s'est brisée et il a fait un pas de plus. J'ai vraiment eu tort. Tellement tort. Heather s'est enfuie avec tout mon argent. Ma mère a eu une crise cardiaque à cause du choc et est à l'hôpital. J'ai perdu mon travail, ma licence d'avocat. C'est mon karma. Je le sais. Le voir pleurer, le voir si brisé, n'a évoqué aucune émotion en moi. La blessure qu'il avait creusée dans mon passé était si profonde que je n'avais même plus la force de le haïr. Laissons le passé derrière nous, ai-je dit, ma voix douce mais ferme. Je te souhaite le meilleur, Richard. Vraiment. Mais s'il te plaît, ne reviens plus me chercher. Il est soudainement tombé à genoux, là, sur le sol en marbre de la salle de bal. Donne-moi une autre chance, Caroline. S'il te plaît, juste une autre chance. Sécurité, me suis-je retourné et j'appelais, ma voix résonnant d'une finalité qui ne pouvait être mal comprise. Veuillez escorter ce monsieur dehors. Alors qu'il le tirait doucement mais fermement sur ses pieds et l'emmenait, il s'est débattu, criant en se tournant pour me regarder une dernière fois. Caroline, tu es une femme impitoyable. Après tout ce que nous avons traversé. Je me suis ressaisi,
j'ai relevé la tête et je suis retourné à l'événement, les chuchotements dans la salle de bal s'estompant derrière moi. Après cette nuit-là, Richard n'est plus jamais apparu dans ma vie. Avec l'arrivée du printemps, j'ai acheté un magnifique nouvel appartement à Los Angeles avec un balcon donnant sur la ville. Le jour de la signature, je me suis assuré que l'acte de propriété était uniquement, sans équivoque, à mon nom. Cette nuit-là, je me tenais sur mon nouveau balcon, regardant la mer infinie de lumière. Il y a un an, j'étais encore Caroline Peterson, une épouse piégée et le cœur brisé. Aujourd'hui, j'étais juste Caroline Miller. Mes mémoires, intitulées « Renaissance », étaient sur le point d'être publiées. Mon éditeur m'avait récemment envoyé une note suggérant que j'ajoute un dernier chapitre sur la façon de construire des relations saines. Il a écrit « De nombreux lecteurs se demanderont si, après tout ce que vous avez traversé, vous croyez encore en l'amour. » Je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et sur une page blanche, j'ai commencé à écrire. Je crois en l'amour, ai-je tapé, les mots coulant facilement. Mais je crois plus en moi. La vraie sécurité ne vient jamais de la promesse d'un autre, mais de la confiance inébranlable en sa propre force, en sa propre valeur et en sa propre capacité à renaître de ses cendres. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté mon histoire. Si une partie de celle-ci a résonné en vous, si elle vous a donné un peu de force ou d'espoir, veuillez envisager de la partager. Vous ne savez jamais qui, dans votre vie, pourrait avoir besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, jamais votre propre valeur.